Comme vous l'avez probablement vu passer ces derniers jours, à RDS, on a publié pour une troisième saison notre palmarès des 50 meilleurs joueurs de la LNH. Et ça a fait, je te dirais, ça a fait l'unanimité. On sentait que vous étiez d'accord avec nous. Il y a plusieurs points décortiqués dans le palmarès, on regarde ça ensemble. Commençons par le haut de la pyramide. Pour la troisième année, le numéro 1, c'est Connor McDavid. Le numéro 2, Nathan MacKinnon. C'est peut-être le moment où MacKinnon a été le plus près, selon moi, de détrôner McDavid, mais c'est difficile d'enlever le 97 des Oilers de la première position. Avec 100 points en 67 matchs, c'était pour McDavid une 8e saison d'au moins 100 points. Et si c'était pas de la saison 2019-2020 subitement arrêtée en raison de la pandémie, où McDavid a obtenu 97 points en 64 matchs, McDavid aurait eu 9 saisons consécutives avec au moins 100 points. Depuis ses débuts dans la LNH, McDavid est le joueur qui a eu le plus de points avec 1082 points en 712 matchs. Durant la même période, Leon Draisaitl est deuxième avec 947 points et Nathan MacKinnon troisième avec 914 points. Connor McDavid a guidé les Oilers en série au cours des 6 dernières saisons. On le sait, il a atteint la finale de la Coupe Stanley lors des 2 dernières saisons, mais il n'a pas été capable de remporter le gros trophée encore. Et ça va assurément être le point à surveiller dans la LNH, parce que si McDavid ne s'entend pas avec les Oilers d'ici la fin de la saison, il va être joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Deuxième de notre palmarès, c'est Nathan MacKinnon. 3 saisons de suite d'au moins 100 points pour MacKinnon. Il a fini au deuxième rang des pointeurs de la LNH lors des 2 dernières saisons. Après la saison 2023-2024, il avait remporté le trophée Hart, remis au joueur le plus utile, et le trophée Ted Lindsay, remis au joueur par excellence de la LNH selon ses pairs. Ce qui est probablement le trophée avec le plus de valeur, trophée individuel, bien entendu, pour les joueurs. Trophée individuel qui manque à MacKinnon, c'est le trophée Art Ross, parce que oui, jamais terminé au premier rang des pointeurs de la LNH. Il a été coiffé au fil de l'arrivée ces 2 dernières saisons, pas par Connor McDavid, par Nikita Kucherov. Au 3e rang, on retrouve Leon Draisaitl et au 4e rang, on retrouve un premier défenseur, Cale Makar de l'Avalanche du Colorado, qui vient vraiment cimenter son statut de meilleur défenseur de la LNH. Point que je trouve encore plus impressionnant dans le cas de Cale Makar, c'est qu'il l'a soit remporté ou il a soit été finaliste au Trophée Norris lors des 5 dernières saisons. C'est quand même juste 3 défenseurs qui sont nominés par année. Évidemment, on ne peut pas utiliser seulement les points pour juger de la qualité d'un défenseur, mais au cours des 5 dernières saisons, Cale Makar a au moins 1 point par match, puis au cours des 2 dernières saisons, il a au moins 90 points. T'as donné. On l'a dit, Cale Makar compte 2 trophées Norris depuis ses débuts dans la LNH. Seulement 9 défenseurs dans l'histoire de la Ligue qui ont remporté au moins 3 trophées Norris. Il y en a seulement 4 qui en ont gagné plus que 3. Doug Harvey, Bobby Orr, Raymond Bourque et Niklas Lidstrom. Cale Makar, lui, va avoir 27 ans à la fin du mois d'octobre. On s'entend que les chances qu'il gagne au moins un autre trophée Norris sont excellentes. Et c'est loin, mais très loin d'être impossible qu'il en gagne 2 autres et pourrait rejoindre ces 4 défenseurs légendaires-là. OK, n'aie pas peur, on ne descendra pas la liste des 50 joueurs de même, parce qu'on va être encore ici demain matin, mais il y a quand même certains joueurs qui méritent qu'on se penche sur leur cas. Sidney Crosby, incroyable, 7e sur notre liste. Et le danger avec Crosby, c'est de se laisser influencer par l'aura Sidney Crosby, parce qu'il a pu accomplir depuis le début de sa carrière et le placer pour cette raison-là peut-être un petit peu plus haut que sa réelle valeur à 38 ans. Mais l'affaire, c'est que Crosby, c'est réellement encore un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, un des centres les plus complets de la Ligue. D'ailleurs, on l'a placé au 4e rang chez les joueurs de centre de la LNH après McDavid, MacKinnon et Draisaitl. Le capitaine des Pingouins a fini au 10e rang des pointeurs de la LNH la saison dernière avec 91 points. D'ailleurs, il a obtenu au moins 90 points dans chacune de ses 3 dernières saisons. Crosby fait partie d'un groupe restreint de 6 joueurs qui, dans chacune des 3 dernières saisons, ont obtenu au moins 90 points. Les 5 autres, évidemment, t'as Connor McDavid, Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon, t'as Nikita Kucherov et t'as aussi David Pastrnak. Ces 5 joueurs-là, quand la séquence de 3 saisons a commencé, étaient tous dans la vingtaine. Et on le sait, certains de ces joueurs-là sont encore dans la vingtaine. Sidney Crosby, lui, 3 saisons-là à 35, 36, 37 ans. Et regarde, à un moment donné, Crosby a 20 saisons de compléter dans la LNH, 20 saisons d'un point par match. Ça, c'est un record. C'est un record. Et on pourrait avoir tendance à penser qu'à son âge, en plus avec une équipe qui éprouve des difficultés, Sidney Crosby pourrait ralentir en fin de saison, mais c'est vraiment pas le cas. Après la confrontation des 4 nations, tournoi d'ailleurs auquel Sidney Crosby a participé, récolté 33 points en 25 matchs, ça c'était bon, la 5e meilleure production de la LNH. On sait que Crosby fait partie d'une équipe vieillissante chez les Pingouins. Les 7 meilleurs pointeurs de l'équipe l'an dernier avaient tous au moins 30 ans.
On le sait, les perspectives d'avenir sont assez sombres, du moins à court moyen terme à Pittsburgh. Donc, ça va être intéressant de savoir si Sidney Crosby va terminer sa carrière dans l'uniforme des Pingouins. Il lui reste encore 2 années de contrat écoulé à 8,7 millions par année. Parlons maintenant un peu du Canadien. La belle saison qu'ils ont eue l'année passée, il doit bien avoir 3-4 joueurs dans le classement des 50 meilleurs joueurs. Ouais, non. Il y en a juste un. Eh ouais, et ça, on a vu que ça a été un sujet à controverse. Nick Suzuki est le seul représentant du Canadien dans le palmarès des top 50. Il est bien positionné par contre. 25e joueur de notre palmarès. Tout un bon quand même pour Suzuki, parce que l'année passée dans notre palmarès, il était 50e. Puis entre vous et moi, on l'avait peut-être poussé dans le dos un peu. Suzuki est au 9e rang chez les joueurs de centre de notre palmarès. Et oui, finalement, on a un vrai joueur de centre de premier trio à Montréal. Il termine la saison avec une récolte de 89 points. Son sommet précédent était de 77 points. D'ailleurs, fait intéressant, à propos de Suzuki, depuis le début de sa carrière, il a tout le temps eu, année après année, une amélioration statistique à son rendement, du moins au chapitre des points. Un point qui favorise beaucoup Suzuki, puis qui défavorise aussi peut-être certains joueurs, comme vous avez pu le constater dans le classement, c'est que Suzuki, il manque jamais de match. En 6 saisons dans la LNH, il n'a jamais manqué une seule partie. Les seules saisons où Suzuki n'a pas disputé 82 parties, c'est parce que c'est des saisons qui ont été écourtées en raison de la pandémie. Suzuki a connu une excellente saison, toute la saison, l'année dernière. Mais c'est vraiment après la confrontation des 4 nations, quand le Canadien était en pleine course aux séries éliminatoires, que vraiment on a senti que son jeu et même sa réputation dans la LNH avaient atteint un autre niveau. Après la confrontation des 4 nations jusqu'à la fin de la saison, dans cet espace de temps-là, Suzuki a été le 4e pointeur de la LNH avec 37 points en 26 matchs. Seulement été devancé par David Pastrnak, Nikita Kucherov et Robert Thomas. Et ça, c'est intéressant, Robert Thomas. C'est peut-être le joueur dans la LNH où la comparaison avec Suzuki est la plus intéressante. Ce sont 2 joueurs de centre droitier de premier trio, Suzuki avec le Canadien, Thomas avec les Blues, qui ont été repêchés aussi la même saison en première ronde en 2017. D'ailleurs, peut-être que si les journalistes à Saint-Louis ont fait le même classement, peut-être que Robert Thomas est un petit peu en avant de Suzuki. C'est correct. Garde. On n'a rien qu'un joueur du Canadien dans le palmarès. On n'a pas été chauvin. Un autre dossier qui va être intéressant à suivre en cours de saison, c'est la composition de l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques. Est-ce que Nick Suzuki et ou Robert Thomas vont être en mesure de se tailler une place avec l'équipe canadienne? S'ils ont une bonne saison, avec la fin de saison que les 2 joueurs ont connue, les probabilités sont probablement plus élevées que pour la confrontation des 4 nations. Et puisqu'on y est, adressons l'éléphant dans la pièce. Un éléphant de 5 pieds 9 et 160 livres, mais tout un éléphant quand même. Non, Lane Hutson ne fait pas partie, selon nous, des 50 meilleurs joueurs de la LNH. Oui, selon nous, Evan Bouchard fait partie des 50 meilleurs joueurs de la LNH. Ça, on a senti que ça avait passé de travers. Ça, on a senti ça, nous. Le palmarès n'est pas sur qui va avoir la meilleure carrière ou qui va être meilleur dans 5 ans. Et le palmarès n'est pas sur si vous avez une équipe à bâtir, qui choisissez-vous en premier? Non, c'est sur en ce moment qui est le meilleur joueur. Bouchard, c'est le dernier défenseur de notre palmarès au 48e rang. On s'entend, si Hutson n'est pas dans les 50 meilleurs joueurs, il est vraiment pas loin. Hutson et Bouchard, c'est 2 défenseurs résolument offensifs. Hutson a récolté 70 points, Bouchard 67 points. Bouchard en a récolté 82 la saison précédente. Faut pas oublier qu'Evan Bouchard, malgré tous ses défauts, c'est le défenseur numéro 1 d'une équipe qui est allée en finale de la Coupe Stanley lors des 2 dernières saisons. D'ailleurs, en série, il fait le travail, du moins offensivement, avec 23 points en 22 matchs lors des dernières séries. Au cours de sa carrière, en série, c'est plus d'1 point par match avec 81 points en 75 parties. Il y a un autre point qui m'a personnellement surpris et que je voulais partager avec vous. On dit souvent la Ligue nationale, c'est maintenant rendu une ligue de jeunes. Et effectivement, mais il y a plusieurs joueurs repêchés en première ronde assez tôt qui ont le potentiel de jouer sur un premier trio ou sur une première paire de défenseurs qui jouent pas ou très peu dans la Ligue américaine. Oui, c'est une réalité. Mais il y a quand même une marge entre évoluer dans la Ligue nationale très jeune et appartenir à l'élite de la LNH. D'après vous, il y a combien de joueurs dans le top 50 qui sont âgés de 23 ans ou moins? 8, 9, 10, 11? Il y en a seulement 3. Et il n'y en a aucun dans le top 30. Le premier joueur de 23 ans ou moins, c'est Tim Stützle, qui a 23 ans, qui est classé au 39e rang. Après ça, tu as Macklin Celebrini, qui vient d'avoir 19 ans, au 44e rang, et Connor Bedard, 20 ans, au 47e rang. Le premier choix au total en 2023, le premier choix au total en 2024. Parlons-en de Macklin Celebrini et Connor Bedard. Oui, on a décidé de placer Celebrini avant Bedard. Encore là, c'est pas une question de savoir qui va être le meilleur dans 5 ans. Et il y a peut-être une question de perception dans tout ça. Rappelez-vous, Connor Bedard, avant d'être repêché au premier rang par les Blackhawks,
on lui collait l'étiquette de joueur pas exceptionnel, de joueur générationnel. Plusieurs observateurs qui n'ont pas hésité à le placer dans la catégorie des Sidney Crosby et des Connor McDavid, rien de moins. Rappelez-vous, il venait de connaître un championnat mondial junior exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, avec 23 points en 7 matchs. Dans le cas de Macklin Celebrini, c'était évident, entendez-moi bien, qu'il allait être le premier joueur choisi lors de l'encan 2024. Mais les perceptions étaient peut-être pas aussi immenses qu'avec Connor Bedard la saison précédente. Et Celebrini a connu une excellente première saison avec les Sharks, 63 points en 70 matchs. Je vous rappelle, San Jose a fini au dernier rang du classement général. 63 points en 70 matchs pour Macklin Celebrini, ça fait une production de points par match à 0,90. Pour Connor Bedard, un an plus vieux, et on le sait à quel point ça peut faire une différence à cet âge-là, 67 points en 82 matchs, une production de points par match à 0,82. Un autre point qui a joué en faveur de Celebrini, c'est le travail au cercle des mises au jeu. Un pourcentage de réussite de 48 pour Celebrini, ce qui est quand même très bon pour un jeune joueur, seulement 38 pour Connor Bedard. Et à l'autre bout du spectre maintenant, les joueurs de 30 ans et plus. Bien ça, il y en a eu personnellement plus que je pensais. Dans les 50 meilleurs joueurs de la LNH, il y en a 15 qui sont âgés d'au moins 30 ans. Là-dedans, naturellement, il y en a beaucoup qui ont 30 ans ou 31 ans. Il y en a seulement 4 qui ont 35 ans ou plus. Ces 4 joueurs-là, tu as Sergei Bobrovsky, 37 ans, Roman Josi, 35 ans, Sidney Crosby, 38 ans, et le 50e joueur de notre palmarès, Alexander Ovechkin, 40 ans. Ça aussi, on a senti que chez plusieurs d'entre vous, Ovi aurait dû être beaucoup plus haut que le 50e rang. Il ne faut pas oublier qu'il est âgé de 40 ans et qui, même s'il a connu une saison exceptionnelle avec 44 buts en 65 matchs l'année dernière, ça se pourrait que sa production soit quand même, surtout maintenant qu'il a dépassé le record de Wayne Gretzky, ça se pourrait que sa production soit quand même un petit peu diminuée. J'avais aussi hâte de voir quelles allaient être les équipes qui allaient être le mieux représentées dans ce palmarès-là des 50 joueurs, puis vous allez voir ici, il n'y a pas de mystère. Disons que nos équipes de la Floride sont assez bien représentées. En fait, les Panthers ou le Lightning ont été champions ou finalistes de la Coupe Stanley lors des 6 dernières saisons et ça paraît, ce sont les 2 équipes les mieux représentées avec chacune de ces 2 équipes-là 6 joueurs. Nikita Kucherov, Jake Gensel, Brendan Hagel, Braden Point, Victor Hedman et Andrei Vasilevski pour le Lightning, Matthew Tkachuk, Alexander Barkov, Sergei Bobrovsky, Gustav Forsling, Sam Reinhart et Sam Bennett pour les Panthers. Et c'est assez révélateur parce que juste avec cet échantillon de 6 joueurs-là dans chacune des 2 équipes, tu peux voir un peu comment ces équipes-là ont réussi à remporter la Coupe Stanley. Plus de finesse, d'agilité dans le cas du Lightning, beaucoup plus de robustesse dans le cas des Panthers. Et remarquez aussi, autant dans le cas du Lightning que des Panthers, le gardien est présent dans le palmarès. Et ça, c'est d'autant plus révélateur qu'il y a seulement 4 gardiens qui sont présents dans le palmarès des 50 meilleurs joueurs de la LNH. Et ça peut être paradoxal, parce qu'autant chez le Lightning que chez les Panthers, on a eu besoin d'un excellent gardien de but, numéro 1, pour remporter la Coupe Stanley. Et il y en a seulement 4 dans le palmarès. La raison pourquoi il y en a juste 4, c'est que les gardiens de but, numéro 1, sont devenus plus difficiles à évaluer. Pourquoi? Parce qu'ils jouent moins de matchs qu'avant. La saison dernière, il y a seulement 5 gardiens de but qui ont disputé plus de 60 matchs dans la LNH et aucun qui a disputé 65 matchs ou plus. Si on fait un retour en arrière, il y a 20 ans, en 2005-2006, il y a 11 gardiens qui avaient disputé au moins 60 matchs. Et de ces 11 gardiens-là, il y a quand même 5 gardiens qui avaient disputé au moins 67 matchs, dont Alex Auld. Vous irez voir. Donc, l'ensemble du palmarès est disponible sur le rds.ca et n'hésitez pas, commentez sur l'ensemble de nos plateformes. On veut connaître vos choix, on veut savoir, selon vous, qui vous auriez placé plus haut, plus bas, qui vous auriez inclus ou qui vous auriez peut-être exclu de ce palmarès-là aussi.